je fais la courte présentation d'Audrey pour celles qui ne la connaissent pas. Audrey Bullier, lauréate Forbes 2025, femme de santé 2024. Audrey, tu incarnes une nouvelle génération de dirigeantes tech engagées, tournées vers l'impact. Tu as fondé, excusez-moi déjà pour l'anglais, Wounded Woman, la première start-up femtech française dédiée à la convalescence post-césarienne et post-opératoire. Tu transformes ton expérience personnelle et ton expertise en innovation textile en solutions de santé intégrative. En 3 ans, tu as lancé une lingerie médicale brevetée, tu as formé plus de 450 professionnels de santé, créé un podcast pionnier sur les cicatrices et mené une étude inédite sur l'impact de la césarienne sur la vie des femmes. Tout ça en 3 ans. Et depuis hier, tu as découvert que tu faisais partie des 20 entrepreneurs préférés français en 2025 d'après le magazine Forbes. Voilà. Oh là là. Je suis refaite pour 3 ans là. Merci beaucoup. La parole et je te fais un petit signe pour le temps. Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué de 15 minutes, c'est très court pour la complexité de la thématique. Je te remercie beaucoup, je remercie Laurent aussi et tout le collectif. C'est juste pour préciser que du coup, là, c'est une petite introduction finalement à ce qui va être dit le 1er décembre à la formation. Donc, inscrivez-vous si ça vous intéresse parce que là, on ne pourra pas tout aborder. On est obligé d'aborder un constat, on est obligé ensuite d'aborder les solutions qu'on propose. Évidemment, tout ça est très complexe. Donc là, on va faire vraiment des généralités, beaucoup de raccourcis. Je suis obligée pour ces 15 minutes. Donc, si vous voulez pouvoir réaborder tout ça plus concrètement et étant donné que nos recommandations sont d'actions concrètes immédiates, je vous recommande vraiment de vous inscrire à cette journée du 1er décembre, au-delà évidemment de toutes les autres formations et interventions. Mais c'est juste, voilà, petit disclaimer, c'est qu'en 15 minutes, je suis obligée d'aller très vite. Et il faut savoir qu'une partie des choses que je partage là et qui seront partagées le 1er, ça fait aussi partie de la sensibilisation que je fais aux futurs internes en gynéco tous les ans, puisque je sensibilise la nouvelle promotion de gynéco-obstétricien chaque année. Voilà, je trouve que c'est important de le savoir parce qu'ils reçoivent une sensibilisation similaire. Donc évidemment, pas celle-là, hein, celle de 15 minutes, elle est trop courte. Merci je veux bien pour celles qui arrivent, si vous voulez bien juste dire ce que vous faites dans la vie comme ça par rapport au sujet de la santé des femmes, ça permet aussi moi dans mon propos de m'adapter. Et je voulais aussi en profiter pour remercier Catherine parce que c'est grâce à la méthodologie qu'elle avait partagée que j'ai pu mener cette étude justement avec le CSA, avec l'équipe de Sciences Po Lyon, et je la remercie infiniment parce que sans sa méthode et sa structure, je ne pense pas que j'aurais réussi, et évidemment pour tout son travail. Voilà, big up Catherine. Est-ce que vous voyez bien l'écran partagé et est-ce que vous entendez bien? Je pense que oui, sinon vous m'auriez dit que je parlais dans le vide. Delphine, tu me fais un petit pouce? Ok, super. Donc le constat, c'est que alors, les chiffres que je vous donne sont issus de l'étude, hein, et je vous dirai merci Béatrice, je vous dirai quand ils sont issus de d'autres rapports. 7% des femmes seulement ont eu un parcours de soins post-césarienne organisé à la sortie de la maternité. Ça veut dire qu'en gros, une femme, je vous en reparle après, une femme qui a une césarienne, parce que oui, le type c'était sur les accouchements avec séquelles, et en fait, on va principalement parler de la césarienne parce que l'étude porte sur la césarienne. Vous allez voir qu'on va mentionner aussi les cicatrices du périnée un peu plus tard. Et que beaucoup de nos recommandations sont tout à fait applicables aussi pour les cicatrices périnéales. Donc, seulement 7% ont eu un parcours dédié, ça veut dire qu'elles ont eu un parcours de soins organisé lié à un post-opératoire et pas juste au postpartum, sachant qu'on est toutes d'accord qu'il n'y a pas assez de suivi déjà en postpartum de base. Mais là, 7%, c'est vraiment trop faible. C'est vraiment trop faible. Ça veut dire que c'est des femmes qui ont eu une chirurgie et un accouchement et qui n'ont pas de suivi dédié pour la plaie elle-même et au long cours, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'organisé. Moi, je travaille aussi beaucoup en oncologie et on voit très bien en fait comment il y a un vrai parcours qui est proposé. Là, c'est pas le cas. Et je pense que c'est un chiffre qui doit beaucoup interpeller déjà. Il y a 30 millions de césariennes par an dans le monde, tout pays confondu. L'OMS pense et estime que ce sera 40 millions en 2030.
Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui, nous, on est à 20%, 21% pour être exact, 21,3% de césariennes en France, mais il y a des pays qui sont à plus de 60%, voire plus. Dans les cliniques, certaines cliniques ne font que des accouchements par césarienne. On n'est pas là pour débattre de pourquoi, il y a plein de raisons à ça. Moi, j'échange avec beaucoup de pays francophones et par exemple, dans certains pays d'Afrique francophone, j'ai des sages-femmes de terrain qui m'écrivent, alertées par le fait qu'ils ont subventionné les césariennes et donc le nombre de césariennes explose. Mais voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles ça augmente. C'est pas tellement le sujet c'est plus, est-ce que les femmes sont bien prises en charge et comment elles le vivent? La photo à gauche, c'est une photo qui est très personnelle, mais que j'aime bien partager parce que c'est la première photo qui a été faite de moi avec mon fils quand on est rentré de la maternité après ma césarienne d'urgence. Et franchement, j'étais dans un état de dissociation totale entre le bloc opératoire où j'étais toujours et le fait que j'étais rentrée chez moi. Et je la mets parce que ça m'oblige toujours à me souvenir de ce sentiment, qui est un sentiment que je reçois par message. J'en reçois, je pense, une centaine par mois de femmes qui accouchent par césarienne ou qui ont une séquelle à l'accouchement et qui vont mal. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'on a des capacités d'adaptation qui sont énormes. Et si on oublie, on n'agit pas et on ne propose pas de solution. Je vous ai mis là quelques extraits de l'étude. Donc, vous pouvez retrouver la synthèse de notre étude sur notre site internet. On pourra repartager avec Delphine le lien pour y accéder. Donc, aucun suivi postpartum. J'étais en néonate avec mon enfant jusqu'à son décès. Après, retour à la maison et rien. Je l'ai mis volontairement en premier parce que le tabou de la mort de la mort du bébé, en tout cas la mort autour de soit de la mère, soit de l'enfant, il est ultra tabou. Et en fait, il faut en parler parce que ça touche quand même un nombre de personnes quand même non négligeable. Et ce rapport à la mort autour de la césarienne, en tout cas d'urgence, il est extrêmement prégnant. Donc c'est volontaire de ma part de l'avoir mis là. Pas d'accompagnement particulier, une ordonnance pour une boîte de Doliprane, 2 visites de sage-femme, mais surtout des visites pour le bébé. Juste une visite de sage-femme à X jours pour enlever les agrafes. Je me faisais moi-même mes piqûres contre la phlébite et c'est tout. J'ai moi-même contacté une sage-femme et un gynéco à 6 semaines, rien avant. Aucun parcours, je suis rentrée chez moi sans aucune explication. En fait, je les ai choisis parce qu'ils sont très révélateurs de ce que vivent les femmes, c'est-à-dire un abandon total du soin. Déjà, dans le postpartum classique, c'est compliqué de comprendre, en fait, quand c'est pas notre métier, nous, et qu'on nous l'a pas dit avant, d'organiser, en fait, nos rendez-vous avec la sage-femme, avec le gynécologue, avec la kiné, consultante en lactation, psychologue si besoin, etc. On ne sait pas, en fait, par quel bout prendre quoi. Mais là, on a été en plus opéré, en plus de l'accouchement. Ça peut avoir eu lieu dans des conditions complexes. Donc, en plus, psychologiquement, on peut être vulnérable. Et donc, c'est assez compliqué d'avoir aucun accompagnement et aucun guide là-dessus. Ça crée vraiment aussi des séquelles psychologiques. Bon, là, il y a des fautes parce que j'ai copié le message. C'est une femme qui m'a envoyé ça il y a quelques semaines. Bonjour, j'aurais beaucoup aimé que l'équipe qui m'ait suivie ait votre formation, césarienne d'urgence sous anesthésie générale. Et j'aurais aimé découvrir votre compte et votre travail beaucoup plus tôt. J'ai eu beaucoup de douleurs post-opératoires, parfois invalidantes, et aucun conseil sur comment gérer ça. Pareil, ça, je l'ai mis là parce que c'est un retour typique de ce que vivent les femmes. C'est le manque d'accompagnement, le manque de compréhension sur ce qu'elles ont vécu. Et vous allez voir que dans les recommandations, je vous ai fait une synthèse de nos recommandations. On essaie d'éviter ça, d'éviter cette espèce d'abandon du soin qui se passe entre le départ de la maternité à ce rendez-vous des 6-8 semaines qui est le rendez-vous de suivi gynécologique. Maintenant, il y a un rendez-vous postnatal précoce entre les deux, mais ça reste quand même trop peu. En fait, ça reste trop peu pour ces femmes-là. Donc, aucun parcours de soins pré-, per- et post-césarienne qui soit protocolisé n'existait. Il y a des maternités à échelle locale qui font des choses très bien, mais ce n'est pas protocolisé sur tout le territoire, ce n'est pas pour toutes et ce n'est pas partout. Et donc, on l'a créé. Comment on l'a créé? Oui, alors je reviens rapidement. Tu as expliqué un petit peu, je redirais juste que tout ça est lié à mon expérience personnelle et que je l'ai mis au service de la science puisqu'on a fait de la recherche et de l'innovation. On travaille avec un board médical scientifique pluridisciplinaire. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Et on a créé un écosystème, comme tu l'as dit Delphine dans la présentation, qui est intégratif et qui est complet puisqu'on propose des produits, on forme les pros de santé et on fait des programmes pour les femmes. Et on a aussi un podcast. On a publié aussi pas mal, je pourrais vous en reparler, on a fait plusieurs publications.
Et on a également le soutien des institutionnels et de l'exécutif et du législatif, puisqu'on a présenté les travaux et les recommandations à l'Élysée. Et Marie-Pierre Rixain a fait une question ouverte écrite au gouvernement, et on a été reçu à l'Assemblée nationale par la députée Prisca Thévenot la semaine dernière pour présenter nos travaux, et ils ont été pris en compte pour le vote du budget de la sécurité sociale. Donc le but, c'était de remettre la femme au centre du soin. Comme je vous l'ai dit, il y a une femme sur 5 qui accouche par césarienne en France. Il faut comprendre que le quotidien, il est impossible en fait quand on a accouché et qu'on a mal vécu son accouchement et qu'on a une cicatrice. Là, en fait, ce que je vais dire, il est totalement valable pour une césarienne ou un autre séquelle physique de l'accouchement. C'est que s'habiller, c'est hyper douloureux, c'est très compliqué. Marcher, reprendre le sport, j'en parle même pas, c'est très complexe. Avec une cicatrice au périnée, on peut mettre parfois 1 mois à remarcher correctement tellement on a mal. La césarienne, c'est pareil. Les liens sociaux et familiaux sont très compliqués parce que on a mal et donc on n'est pas dans nos meilleures dispositions. Donc compliqué le lien avec le bébé, le lien d'attachement, il est complexe. Parfois, on a envie d'allaiter, mais on n'y arrive pas parce que ça fait trop mal. Il y a un impact sur la santé mentale, je vous redonnerai des chiffres juste après. Le retour au travail, il est très compliqué. Dans l'étude, on voit également que les femmes vont repousser le retour au travail, soit parce qu'elles veulent rester près du bébé, parce qu'elles ont eu trop peur que leur bébé décède lors de l'accouchement, soit parce qu'elles se sentent physiquement pas capables ou psychologiquement pas capables, parce que leur corps n'a pas fini de cicatriser et elles sont encore trop marquées par cet accouchement. Et forcément, la sexualité et envisager une future grossesse est compliqué. Typiquement, dans notre étude et aussi selon les chiffres du CIAN, plus de 10% des femmes sont césarisées à vif chaque année pour un tas de raisons. Pareil, on ne va pas en parler des raisons maintenant, mais c'est des femmes qui écrivent dans l'étude et dans le résultat de l'étude ou qui m'écrivent qu'elles ne veulent pas d'autres enfants parce que ça les a trop marquées, ça les a trop traumatisées. Et comme en plus, il n'y a pas de parcours et qu'elles ne sont pas suivies derrière, ça ne peut pas aller. Donc dans les quelques chiffres, 40% des femmes, donc après la césarienne disent souffrir sur un niveau de 8 à 10, de 3 mois à plus d'1 an, de leur cicatrice, donc là de césarienne. 65% des femmes ont eu des douleurs pour s'occuper de leur bébé au quotidien, le changer, et cetera. Il faut voir que la table à langer arrive pile à l'endroit de la cicatrice, donc quand on veut se pencher pour s'occuper du bébé, ça nous rappelle encore une fois nos douleurs et c'est très compliqué. Pareil, si on veut donner le bain au bébé, on est obligé de se pencher, c'est extrêmement douloureux. Une femme sur 2 a été touchée par la dépression ou a eu des symptômes de dépression du postpartum dans le cadre de l'étude. Donc c'est loin d'être anecdotique. Et la construction de tout le parcours de prise en charge qu'on a proposé, encore une fois, qui peut convenir et aux césariennes et à tous les séquelles de l'accouchement, il intervient parce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a suture, la femme qui accouche devient aussi une patiente. La photo, elle peut être un peu surprenante, mais la cicatrice est plutôt pas trop mal. Il n'y a pas trop d'œdème et le ventre n'est pas trop gonflé. Mais ça, c'est quand même une césarienne avec agrafe. Il faut voir aussi ce que ça représente en termes de visuel quand on voit notre ventre. Je rappelle aussi que les épisio, c'est 4 à 8% des accouchements. Alors, il y en a moins. L'ENP 2021 il précisait quand même qu'il y a 58,8% des accouchements qui sont des déchirures du premier au deuxième degré, dites mineures. Je pense qu'il ne faut pas le négliger non plus. Et seulement moins d'1%, 1% du 3e au 4e degré, mais avec des séquelles et des conséquences au quotidien qui sont très, très, très complexes, surtout si le parcours ne suit pas derrière. Juste pour vous rappeler que l'étude elle a été faite en multidisciplinaire avec plusieurs équipes scientifiques et dont c'est le métier, avec un comité d'experts. On l'a restitué à l'Hôtel-Dieu. Et si vous deviez retenir que quelques chiffres du constat, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, une femme sur 2 a vécu des symptômes de dépression, que seulement donc 7% ont eu un parcours dédié, donc 93% n'ont pas eu de parcours, 42% n'ont vu que 1 à 2 professionnels dans l'année, donc ça c'est catastrophique, ça veut dire qu'il n'y a vraiment eu aucun suivi. Dans notre étude, donc 18% ont eu un défaut d'anesthésie et entre 4 et 10% à vivre, donc cohérent avec les chiffres de l'ENP 2021 et du CIAN. 39% souffrent de leur cicatrice au-delà de 3 mois, je vous l'ai dit. Surtout 60% n'ont pas été informés que la césarienne était une possibilité, alors qu'on sait que la visualisation et la préparation est essentielle. Et 1 sur 2 n'a pas eu de peau à peau. Et c'est plutôt pas mal, 1 sur 2, ça pourrait être pire. On a quelques chiffres, je ne vais pas tout vous dire là, parce qu'on va aller sur les solutions. Mais en gros, l'étude a montré que plus la césarienne a lieu en urgence,
plus la cicatrisation est complexe, plus elle est douloureuse, et plus la cicatrice est invalidante, le rapport au corps est compliqué et que psychologiquement, c'est difficile pour les femmes. Ça a été, les médecins le ressentent dans leur pratique, mais enfin les médecins, les soignants en général, mais c'est vrai que là, l'étude l'a marqué de manière très claire. On a aussi sur les grossesses vulnérables un chiffre, moi, qui m'a beaucoup interpellée personnellement pour travailler avec les hôpitaux et avec les femmes et les soignants de ville, c'est que 20% des femmes interrogées qui ont accouché de manière prématurée ont déclaré dans l'étude, ouais, je sais, je me dépêche, ont déclaré dans l'étude ne pas avoir eu de suivi dans l'année de l'accouchement, ce qui est aberrant puisqu'elles vont à l'hôpital pour voir leur bébé. Mais l'hôpital explique qu'en fait, c'est le bébé qui est hospitalisé, pas la mère. Donc, c'est aussi des questions aussi des fois administratives, mais je pense qu'on peut carrément s'améliorer sur ce point puisqu'elles vont à l'hôpital voir leur bébé, elles sont dans la structure médicale. Donc, pourquoi ne pas les recevoir? On a pas mal de choses aussi sur le vécu avec des verbatims. Je passe parce qu'on n'a pas le temps. Sur les difficultés, comme je vous l'ai dit, on a des douleurs physiques, on a des douleurs émotionnelles, des sentiments de solitude, un sentiment d'hypervigilance qui est énorme. Il y a aussi des amnésies partielles du fait de l'anesthésie, des fois, ou de la douleur ou du stress. On ne se souvient pas bien. Il y a des pertes de sensations au niveau de la cicatrice, mêlées à des douleurs internes. Il y a aussi le fait que c'est compliqué d'aller aux toilettes, etc. Enfin, c'est vraiment, tout est vraiment compliqué. Le rapport à la mort, il est essentiel parce que ce qui ressort le plus de l'étude et des césariennes d'urgence, mais même de certaines césariennes programmées, c'est qu'en fait, on est en train d'accoucher et d'un coup, on part en césarienne d'urgence, qui sous-entend qu'on a besoin urgemment de sortir le bébé du ventre. C'est que quelque chose ne va pas et que potentiellement, s'il n'y a pas cette intervention, on peut décéder. Et en fait, pour guérir de cette césarienne d'urgence, on en parle beaucoup avec les psychiatres avec qui on travaille, il faut le mentionner, il faut parler de ça. Parce qu'en fait, c'est comme ça que la femme va le vivre. Elle va se dire, l'équipe médicale m'a sauvé la vie et a sauvé la vie de mon enfant. Alors que les gynécos me disent, mais elle ne fait pas une hémorragie sur la table, pourquoi elle dit ça? Et parce que c'est ça son ressenti, en fait. C'est comme ça qu'elle le vit. Donc, c'est hyper important de pouvoir en parler. On pourra reparler de la place du père. Ça, c'est sur les images, parce qu'on voit beaucoup ce genre de choses sur les réseaux sociaux autour de la césarienne, sauf que pour une majorité des femmes, c'est pas ça, c'est ça. Donc le rapport au corps, il est très compliqué. Et comment améliorer ce vécu? Je vous ai fait un résumé des 30 recommandations. Ça va être, première chose, c'est la première ici, mais c'est la première de notre étude, c'est informer les femmes et les couples pendant la grossesse que l'aléa obstétrical, il est possible. Et que du coup, toute l'équipe médicale, parce qu'ils sont bien formés, parce qu'ils ont un protocole qui va bien, les accompagneront pendant leur séjour à la maternité et ils s'assureront qu'ils ont toutes les infos possibles pour être bien suivis après. Donc, il y a vraiment tout ce sujet de préparation mentale. C'est communiquer aussi avec le couple et la femme, donc la patiente, au moment du départ en césarienne. Ce qui ressort beaucoup, c'est que l'équipe en stress, et on le comprend, hein, personne, enfin je veux dire, même les gynéco-obstétriciens, ils n'ont pas envie d'aller faire des césariennes d'urgence, personne n'a envie, surtout quand on sait à quel point l'anesthésie sur une femme enceinte, en fait, c'est très compliqué. J'en ai beaucoup parlé avec eux, c'est hyper complexe, donc personne n'a envie, mais bon, l'équipe est en stress, communique pas, donc ça augmente le stress chez la mère. Ça plonge les coparents dans des situations complètement invraisemblables où ils ne savent plus rien, ils pensent que peut-être leur compagne ou leur bébé est décédé. Ça ressort énormément aussi des études. Il faut limiter au maximum la séparation mère-enfant et la triade coparents, mère et bébé. Également, beaucoup de témoignages sur le fait que les mères ont reconnu leur bébé par le pyjama qu'ils portent, qui était dans la valise de naissance. Et ça crée aussi des difficultés dans le lien d'attachement. J'ai une jeune femme qui m'a dit, moi, je suis née par césarienne d'urgence, ma sœur est née par voie basse, et ça a toujours été compliqué, le lien, différenciation du lien qui s'est créé, en fait, de sa maman entre les deux sœurs. Ça crée vraiment des séquelles. Soutenir avec bienveillance la mère en chambre, surtout si le conjoint n'est pas présent. Beaucoup de maternités ne peuvent pas laisser le coparent en fait, dans la chambre la nuit. Sauf que quand on a une césarienne ou des grosses séquelles d'accouchement, on ne peut pas se lever, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas aller prendre notre enfant. Donc sans l'aide du conjoint, c'est compliqué. Beaucoup de témoignages aussi dans l'étude sur des mots qui sont pas bienveillants du tout à l'égard des mères, ça aide pas. Débriefer la mère et le couple à plusieurs moments de ce qui s'est passé pour le comprendre et pour mieux pouvoir guérir. On encourage aussi également le président du CNGOF à qui j'ai remis tout ça, en fait, à pratiquer en fait une sortie précoce, mais avec un bon protocole de ville qui va prendre en charge les femmes ensuite. Donc une sortie précoce, OK, mais s'il y a
on a musclé en fait tous les soignants en ville qui vont pouvoir prendre en soin ensuite les femmes en compte. Informer la sortie de la maternité des rendez-vous possibles. Donc, on a fait un calendrier idéal avec le rythme des rendez-vous, tous les professionnels nécessaires pour pouvoir guider les femmes sur leur prise de rendez-vous. Et puis, dépister la dépression du postpartum, puisque le suicide est toujours la première cause de mortalité des femmes dans la première année de vie de l'enfant. On peut utiliser le PDS qui est disponible en ligne et que nous, on remet dans tous nos guides et dans les fiches de sortie qu'on propose dans le cadre du protocole. Voilà, ça, c'est nos solutions, j'y reviendrai après. Et je terminerai par la citation d'une femme qui a répondu à l'étude qui dit « Pour avoir vécu plusieurs accouchements par césarienne, je dirais que l'expérience de la césarienne dépend vraiment de l'équipe médicale qui nous entoure. J'ai vécu 2 césariennes en urgence et 1 programmée, et aucune ne se ressemble. Mais plus on est écouté, plus on nous permet d'être actrice de la naissance de notre enfant, et mieux elle est vécue. C'est un moment mêlé de peur, d'excitation, et qui laisse bien souvent un sentiment d'échec personnel. Et le fait de préserver au maximum le lien maman-bébé joue un rôle déterminant dans le vécu de ce moment. » Voilà, et je pense que ça résume bien les choses avec les autres témoignages que je vous ai cités au début sur le fait qu'il faut la préparer, même si elle n'est pas pré-programmée. Il faut en parler aux femmes et surtout, il faut améliorer nos protocoles au sein des maternités et en ville et à la sortie. D'où l'importance, en fait, comme le politique m'a proposé de présenter les travaux, d'y aller. Parce que si on peut améliorer la prise en charge par la loi, en fait, ce serait formidable. Au-delà de juste former les soignants. Voilà, c'était ma dernière slide. J'ai fait au plus vite. J'espère que ça allait. C'est un peu dur en 15 minutes de résumer tout ça. Merci beaucoup, Audrey. Ouais, c'est très intéressant. On aura bien sûr envie d'en savoir bien plus et de pouvoir creuser toutes ces infos. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Audrey? Sachant que le premier, on va dérouler tout le protocole, on va regarder tout l'écosystème intégratif. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup plus poussé que tout ce que j'ai pu vous dire un peu rapidement. Si je peux prendre la parole une seconde, j'ai pas forcément une question parce que c'était très clair, mais justement, moi, j'ai une césarienne programmée le mois prochain pour mon 4e, et au printemps, j'ai une celluloscopie pour ma ligature des trompes, donc mon ventre va être bien cicatrisé, je pense. Et je voulais remercier Audrey de tout ce que tu fais pour la prise en charge, pour découvrir ce que c'est la césarienne et savoir ce qu'il faut faire derrière. Parce que moi, j'étais un peu terrorisée par tout ce qui allait m'arriver. Et là, j'y vois un peu plus clair et je sais ce que je dois faire, à peu près. Merci. Merci beaucoup. Merci, Coriane. Ça me touche beaucoup. Oui, Catherine. Oui, merci. Bonjour Audrey. Bravo pour tout ce travail qui est absolument nécessaire et qui a été mené de main de maître, qui est très, très contributif. Bravo. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment expliques-tu l'absence de parcours de soins jusque-là? Parce que tu dis toi-même, tu as été en interaction avec la société savante de référence, le Collège national. Tu as pu exposer les travaux. Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient abordé jusque-là? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question est, je suppose que les femmes intégrées dans l'enquête étaient des femmes tout venant enfin, qui avaient une césarienne. Or, je m'étonne que tu ne parles pas du tout des cas où ça s'est bien passé, même si c'est la minorité, je pense. C'est intéressant aussi de savoir ce qui a été apprécié. C'était ma deuxième question. Merci beaucoup, Catherine. Je ne sais pas si tu avais entendu ce que j'avais dit au début, mais je te remercie encore aussi pour ton travail et la méthode que tu avais expliquée quand on avait fait le bootcamp, parce que ça a été vraiment un pilier pour moi, je te le redis. Je commence par ta deuxième question. Avec plaisir. Je commence par ta deuxième question, parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de tout dire et qu'en 15 minutes, marquer aussi un peu les esprits. Il faut savoir que les recommandations qu'on a proposées, les 30, et l'idéal du parcours de soins est basé sur 2 choses. Enfin, sur 3 choses, les chiffres, l'étude, ok. Les recommandations des professionnels de santé, puisque tu sais qu'avec le comité d'experts, en fait, j'ai demandé aux professionnels de santé comment eux aimeraient pouvoir prendre en charge de manière idéale leurs patientes. Et surtout, on a demandé aux patientes, c'est-à-dire qu'il y avait une question
quel aurait été votre parcours de soins idéal pour pouvoir justement le créer. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et le dernier point, c'est que on l'a aussi créé sur qu'est-ce qui se fait bien déjà, qu'est-ce qui est bien vécu déjà et qui peut être réplicable ailleurs. Donc, typiquement, là, j'étais obligée de passer un peu vite, mais par exemple, dans les expériences positives, on voit que ce qui ressort le plus, ça va être tout ce qui est, c'est aussi le but de la dernière citation, c'est que l'accompagnement de l'équipe médicale, le fait de parler avec la femme, de lui expliquer les choses, d'avoir un peu de bienveillance, ça joue énormément en fait sur le ressenti positif de la manière dont ça se passe. Il y a même aussi, ce qui ressort aussi, c'est le côté professionnalisme, sentiment de sécurité médicale. Ça va avec en fait le fait d'avoir expliqué comment ça va se passer, donc la mise en confiance avec les professionnels. Il y a même des femmes qui disent ça s'est mal passé, mais comme l'équipe était géniale, j'étais rassurée, j'étais bien, et donc je l'ai bien vécu. Donc ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte que par finalement pas grand-chose, on peut complètement modifier le vécu de la césarienne. Il y a là, évidemment, j'ai fait beaucoup de focus sur la césarienne d'urgence parce que c'est plus de 60%, c'est la majorité. Mais dans le cas des césars programmés, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Du coup, ça crée un vrai sillage, enfin un vrai fossé entre le vécu des césars d'urgence et ça programmé, puisque pour les programmés, il y a beaucoup de choses qui sont faites qui, à mon sens, sont assez géniales, mais peuvent être aussi faites dans des césars d'urgence, et c'est le cas dans certaines maternités, comme par exemple présence du coparent automatique, même en code orange, voire dans certains codes rouges, parce qu'on sait que ça fait baisser le cortisol des mères d'être accompagnées par leur coparent, le conjoint ou un tiers de confiance. Le fait d'avoir le bébé en peau à peau autant que possible en fonction de comment va le bébé dès la salle de naissance, dès le bloc. De faire pousser la mère avec le winner flow ou autre manière, c'est-à-dire d'inciter la mère à être actrice de sa césarienne, et même si l'effet, il n'est pas forcément immédiat, mais en tout cas, cette sensation qu'on participe à son accouchement, ça a aussi des très, très, très bons retours. Certains utilisent le champ transparent. Personnellement, moi, je trouve que c'est à poser la question aux femmes avant, parce que ça peut être assez gore quand même. Mais pourquoi pas. Voilà, il y a plein d'autres petites choses comme ça qui ont été mises en place de manière, comme je disais, locale, qui fonctionnent super bien pour les équipes soignantes, pour les femmes, pour le coparent, pour le bébé. Et donc, en fait, on les a intégrés dans les 30 recommandations. Je donnerai un dernier exemple. La maternité des Bluets, avec qui je travaille beaucoup, qui va être la première maternité qu'on va former intégralement et créer du lien avec la ville. On pourra en reparler d'ailleurs, Catherine, si tu veux. Ou quiconque d'ailleurs. En fait, ils ont déjà changé pas mal de choses depuis qu'on a fait ce travail-là, puisque la chef de service, Dr Jessica Dansal, a fait partie du comité d'experts. Elle a fait modifier des petites choses, mais qui ont drastiquement amélioré la qualité de vie en fait, des patientes. Je pense par exemple au fait de désonder assez tôt. D'ailleurs, c'est recommandé par la RAC, dans les cas de RAC par le SENGOV, par le collège. Mais ce qui, je trouve, est le plus marquant, c'est que dans le cadre de leur labellisation IHAB, ils font le pot à pot en salle de réveil automatiquement et que les équipes disent que, en posant la question aux patientes, le sentiment de douleur des femmes a drastiquement baissé du fait d'avoir le pot à pot en salle de réveil, d'observation. Les femmes ne déclarent plus des niveaux de douleur hyper importants, sauf cas particuliers. Donc, je trouve que ça, c'est absolument génial. Et ça fait partie de nos recommandations aussi. Et pour ta deuxième question sur pourquoi il n'y avait pas et que dit le collège, alors je ne vais pas parler à la place du collège, t'imagines bien. Moi, j'avais rencontré le président, professeur Patrick Rosenberg et le professeur Olivier Morel qui ont eu les travaux. J'ai fait toute une session de travail avec professeur Rosenberg qui a relu toutes les recommandations. J'ai basé la note politique sur notre échange, notamment précisant que dans le parcours de soins, on ne demandait pas le 100% remboursement de tous les rendez-vous, mais au moins de proposer aux femmes cette articulation-là du soin qui correspond à une sortie précoce de la maternité avec un bon système de ville efficace derrière. Il n'a rien dit sur le fait que pourquoi il n'y avait pas de parcours de soins, à part qu'on ne sait pas faire. Et que pour lui, certaines recommandations étaient tellement du bon sens qu'il ne comprend pas que ce n'est pas déjà fait. Donc, je pense que il avait dit que les recommandations allaient être mises en bonne pratique par le collège, pas en termes de pratique clinique, mais en termes de bonne pratique pour la bienveillance des patientes. Il n'explique pas vraiment pourquoi il n'y a pas de parcours de soins. Là, ça n'est pas venu dans l'échange.
Il a une volonté en tout cas de faire en sorte que ça change, ça c'est sûr. On avait évoqué le fait justement d'intervenir à Paris Santé Femmes là en décembre, mais l'agenda était booké parce qu'il y a aussi besoin d'aller entendre les patientes sur tous ces sujets-là. Donc il n'a pas de réponse à cette question et moi je ne lui ai pas posé directement non plus parce que c'était pas l'objet. L'objet c'était d'avoir le soutien du CENGOF sur nos recos et sur son application possible en bonne pratique. Ce que je peux te dire, c'est que sur les séminaires du CENGOF que j'ai regardé, qui datent, je ne sais jamais si c'est 2021 ou 2023, on parle beaucoup de la RAC. Et donc là, c'est la sortie précoce, après la réhabilitation précoce après chirurgie. Et il est plutôt favorable, mais en fait, elle ne marchera que si on a un système de ville qui fonctionne et que les femmes, si c'est pour les faire sortir plus tôt pour qu'elles ne soient pas prises en charge en ville, ça n'a aucun sens. Ça va accentuer encore ce sentiment d'abandon du soin. Surtout que si tu n'as pas d'hémorragie ou que tu n'as pas eu un gros pépin à l'accouchement, dans l'étude, on voit bien par rapport aux dates de sortie, bah, qu'en fait, beaucoup de femmes sortent à J3, J3, J5, mais beaucoup à J3. Donc, quand tu sors à J3, que tu es primi-part, tu as ton premier bébé, c'est ça d'urgence, tu vas pas bien, tu sors plus tôt, mais que tu n'as pas un système de ville efficace, ben, en fait, on n'y arrivera pas. Donc, je suis désolée, ce n'est pas une vraie réponse, si ce n'est qu'ils sont intéressés, qu'ils suivent, qu'ils soutiennent d'une certaine manière nos travaux. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et voilà, et tu vois, le fait que la GOF m'invite tous les ans à briefer les internes, on a des super échanges. Je les vois à la veille de leur première garde, je les recroise après souvent dans l'année. Et ils me disent qu'ils se souviennent de tout ce qu'on s'est dit et qu'ils essaient de l'appliquer au quotidien. Alors, je sais que c'est très compliqué l'internat en gynéco-obstétrique. J'ose tire mon grand chapeau pour connaître vos difficultés. Mais je pense que ça passera par les pratiques de chacun, tu vois, et pas que par le collège, quoi. Mais bon, désolée, je te réponds pas vraiment directement, mais j'ai pas la réponse. Si, tu réponds. Cette notion des hyper-experts, je ne parle pas que de la gynéco, hein, c'est valable pour toute la médecine. Cette notion de l'étonnement des hyper-experts quand ils découvrent que certaines choses que lui a catégorisées comme de bon sens ne sont pas appliquées, malheureusement, ça existe dans toutes les spécialités. Ah bah oui. Et c'est toujours déstabilisant, en fait, parce que ça porte un énorme préjudice aux patients et ça étonne toujours les hyper-experts et les leaders d'opinion en médecine que certaines choses dites évidentes ou qui paraissent évidentes ne soient pas appliquées. Donc, Ouais. c'est très troublant. Moi, ce que j'aimerais bien, Merci. c'est avoir ton avis sur comment on peut faire évoluer ça. Après, moi, j'ai pris le parti en discutant justement avec des membres du collège ou de la GOF notamment, et d'autres gynécos aussi de ville. Enfin, c'est de se dire que s'il n'y a pas le législatif, tu vois, aller à l'AHS et que l'AHS reçoive nos travaux, ce qui normalement était le cas, c'est pas suffisant. En fait, si on légifère pas, le protocole il changera jamais et il sera hôpital dépendant. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui en bénéficieront pas et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait une équité de soins et qu'encore une fois, le suicide, c'est la première cause de mortalité des femmes. Le lien avec la césarienne, on peut pas le tirer, si tu veux, mais on sait que les traumatismes sont plus élevés. Antje Horsch avait quand même mis dans son étude que 30% des césariennes d'urgence sont des PTSD, non pris en charge. On voit les séquelles, on voit le côté post-op qui n'est pas pris en charge, ça a quand même des conséquences. On ne parle même pas de toutes les conséquences et complications sur leur santé au long cours. À l'Assemblée, il y avait aussi Dr Stéphane Mando-Summerman qui est cardiologue. Elle a publié sur les incidents cardiovasculaires des femmes jeunes, l'accouchement prématuré et accentué par le fait de passer au bloc, créer des risques d'incidents cardiovasculaires donc chez des femmes jeunes. Et tout ça, on n'en parle jamais. Donc, c'est même pas que les 6 premiers mois, c'est toute la vie des femmes. Et si tu veux bien m'aider, ou si vous voulez bien m'aider, parce que tu as la question de Béatrice pour conclure, parce qu'il y a Delphine qui est en train de manger son micro, c'est que il faut partager. Passer sur la question.
Oui, oui. Non, mais justement, il faut partager en fait, ses travaux, il faut partager ses recommandations, il faut, en parler le plus possible. Moi, ce que je demande, c'est aussi de pouvoir justement faire des conférences, pouvoir, en parler justement. C'est pour ça que j'avais dit au professeur Rosenberg: «Est-ce que je peux avoir même 30 minutes à Paris Santé Femmes pour présenter au moins un minimum quoi, pour les intéresser, qu'ils aient à lire?» En fait, c'est juste partager tout ce qui a été fait. Pour qu'en fait, on arrive à ce que soit ça soit, effectivement intégré dans une loi, soit que, les instances, les sociétés savantes, se l'approprient et ça passera par vous Catherine, en fait, par les professionnels de santé ou, les directions de CH, les directions d'hôpitaux. Heu, voilà, je dirais que c'est un peu ça, pour répondre Béatrice à la question. Merci beaucoup Audrey. Je ne sais pas s'il y a encore des questions que vous voulez poser à Audrey, parce qu'on a gratté encore quelques minutes, même si il faudrait bien plus de quelques minutes pour balayer tout le sujet. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup Audrey. J'ai hâte d'être au 1er décembre pour avoir l'intégralité de la présentation. Merci à toute de votre participation. Le tips sera disponible, le replay sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on pourra transmettre sans aucun souci. Oui, je vous remets, pour ceux qui seront en replay aussi, voilà, je vous remets les contacts et puis s'il y a besoin, vous pouvez, toujours contacter Delphine, et en tapant mon nom, vous me trouverez, assez rapidement. Je suis disponible et je serai ravie. Merci Delphine et à toute l'équipe et merci Catherine. Merci beaucoup. Merci Coriane pour ton témoignage. On s'écrit si tu veux, après. Avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces connaissances. J'en sors grandie. Donc, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour continuer, pour tout le monde. Merci beaucoup.